Bonsoir, bienvenue à votre émission en 30 minutes pour convaincre. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous avons au moins l'honneur de décortiquer cette thématique sur le projet de développement local des 145 territoires. Et pour rester un peu d'échanger par rapport à cette thématique, je ne suis pas seule, je reçois pour vous Jean-François qui est au moins expert en économie industrielle. Donc c'est avec lui comme étant expert qui va juste nous amener à découvrir les réalités, les concrétisations, le mécanisme qu'il nous faut pour au moins aboutir à la réussite de ces projets de 145 territoires. Jean-François, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir, merci bien pour votre invitation. Merci. On va commencer d'abord avec l'actualité parce que les 145 territoires aussi, ça fait partie de la situation sécuritaire. Aujourd'hui, ça pose problème. Avez-vous quel regard de tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo? Oh, ça serait très long, j'ai déjà assez d'informations. Ça serait long à débattre parce que c'est un problème qui date depuis, j'allais dire, les années 1995. Donc dès qu'il y a eu les premiers problèmes, donc c'est difficile à dire aujourd'hui. La seule chose que je peux dire, et c'est l'avis de certains experts, c'est qu'aujourd'hui, et je reviens toujours à l'industrialisation, c'est comme on n'a pas industrialisé la RDC pour mettre en valeur nos ressources naturelles, agricoles, pêche, mines, etc. Nous avons laissé les pays voisins s'approprier cette industrialisation et bénéficier par différentes procédures, accords, protocoles, contrats, avec, je dirais, les acteurs politiques depuis plus de 25 ans, à peu près. Nous avons laissé nos produits aller vers ces pays voisins qui, eux, les ont plus ou moins transformés ou conditionnés ou emballés pour pouvoir eux-mêmes générer de la plus-value commerciale sur nos richesses, sur les richesses de la RDC. Voilà le problème qu'il y a aujourd'hui. Donc, pour pouvoir dire quel est le problème d'insécurité, oui, il y a une insécurité. Quand vous donnez la possibilité aux voisins, je parle même chez vous à la maison, de prendre par exemple votre eau que vous avez à votre robinet, il le prend pour faire des activités, et qu'un jour, il vient le prendre chez vous, il se connecte, c'est le même truc, et qu'ensuite, il vient, et vous lui dites, non, tu ne prends plus l'eau, et il ne peut plus développer, alimenter sa population, sa maison, etc. Et il va trouver un moyen, aujourd'hui, de pouvoir essayer de garder cet acquis qu'il a, qui est de bénéficier de l'eau du voisin. Eh bien, le problème de l'Est, c'est exactement ça. On a laissé les pays voisins s'approprier des richesses de la RDC, de les traiter, et à un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas. Je ne suis pas dans la politique de la RDC, je m'occupe que d'industrialisation, mais je constate qu'à un certain moment, on a voulu récupérer je dirais, ces produits et empêcher qu'ils aillent dans les pays voisins. Et on a levé une manne financière aux voisins. Donc ils disent, ben nous, on va garder cette manne, elle est nécessaire chez nous pour pouvoir faire nos activités. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je veux dire, ce n'est pas forcément le pays voisin, voilà. C'est aussi les investisseurs qui ont investi dans les pays voisins. Merci beaucoup, Jean-François. Qu'il faut-il retenir au moins de l'histoire économique de la République démocratique du Congo de 1960 à nos jours, s'il faut retenir quelque chose? Ben, retenir qu'on a complètement détruit l'industrie qui existait en 1960, on l'a complètement détruit et on n'a pas mis les outils pour pouvoir, la stratégie, les acteurs aussi, les moyens financiers. C'est plus facile à avoir les moyens financiers que de trouver les acteurs, et sensibiliser la jeunesse à la remise en état de la valorisation de nos richesses qui sont dans le sol, le sous-sol et tout ce qu'on peut avoir comme avantage à RDC pour pouvoir relancer cette industrialisation. Donc on a détruit l'industrialisation, l'aérisation, la fermeture des centres de formation. Ça fait partie des problèmes majeurs de développement de la République démocratique du Congo. C'est le problème. Moi, en tant qu'économiste industriel, je dis que c'est le problème, pas majeur, parce qu'il y a des problèmes d'état de droit, il y a des problèmes de corruption, il y a d'autres problèmes. Mais un des problèmes qui amène la richesse dans un pays,
qui amène l'emploi, qui amène l'augmentation des recettes fiscales, sociales, etc. L'amélioration aussi du panier de la ménagère, c'est l'industrialisation. Je sais que notre thématique c'est sur ces projets de développement des 145 territoires. Or, on ne peut pas parler directement des 145 territoires sans pourtant au moins évoquer les problèmes de l'économie même de la République démocratique du Congo. Comment développer l'économie de la RDC actuellement? Non, vous avez parlé des 145 territoires. C'est une très bonne chose. Là, on va y arriver. On va y arriver quand on touche d'abord les secteurs économiques. Oui, justement, voilà. C'est une très bonne chose. Mais pour pouvoir financer, entretenir, il faut qu'il y ait un secteur économique performant qui va générer des emplois, qui va générer des compétences, qui va sensibiliser la jeunesse sur des acquis économiques et en même temps qui va, donc je dirais, apporter des ressources aux institutions, au gouvernorat, aux chefs de district, aux bourgmestres, etc., pour pouvoir maintenir ces projets des 145 territoires. Les 145 territoires, c'est des éléments, on pourra en parler, c'est des éléments nécessaires aujourd'hui pour redonner une image de marche en RDC. Mais pour pouvoir maintenir ces projets-là, pour qu'il y ait une pérennité, pour qu'il y ait des gens qui s'en occupent, il faut qu'il y ait une économie qui soit en pleine expansion. Et l'économie en expansion en RDC ne peut se faire que par la mise en valorisation des ressources du pays. Ressources agricoles, minières, etc. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Il faut mettre c'est les ressources qui génèrent de l'argent. Et tout ça va juste nous permettre à faire développer notre économie. C'est que vous avez juste évoqué tout à l'heure. Les deux éléments, de mettre en valeur les ressources naturelles du pays alimentaire pour l'alimentation, pour la forêt, pour les mines, etc. C'est un élément aujourd'hui qui va venir appuyer le projet des 140, programme plutôt des 147 territoires. Parce que 147 territoires touchent, je dirais, l'amélioration de la vie des populations, plus particulièrement. Mais s'il n'y a pas l'industrie, grande industrie ou l'industrie artisanale, pour pouvoir alimenter je dirais, les projets, faire vivre les projets n'auront pas, d'abord, on va y revenir, on va y parler de 147 territoires, mais il y a d'autres problèmes qui sont derrière, qui n'ont pas été, à mon avis, qui n'ont pas été, pour le moment, mis sur la table pour pouvoir réussir les 145 territoires. Donc aujourd'hui, si je résume, un peu pour répondre à ta question, développement économique, je continue à dire, s'il n'y a pas d'industrialisation de nos ressources, il n'y aura pas de recettes, il n'y aura pas d'emploi. Deuxièmement, les 145 territoires, il y a des manquements dans la chaîne des 145 territoires. C'est comme la chaîne de valorisation des produits agricoles. On part de la terre jusqu'à un produit fini. Les 145 territoires aujourd'hui, on la déligne, c'est un document qui fait 779 pages, avec à peu près plus de 10 000 projets, voilà. Et pour faire ces projets-là aujourd'hui, il est important de considérer que qu'est-ce qu'il faut réellement pour les exécuter, qu'est-ce qu'il faut. C'est des problèmes économiques, c'est des problèmes d'entreprise, c'est des problèmes, je dirais, économiques, même industriels, parce que pour réaliser certains projets, on a besoin de l'industrie, on a besoin des PME industrielles, artisanales ou industrielles. Vous êtes moins expert, nous avons aussi besoin de votre expertise, moins dans ces plateaux de 30 minutes pour convaincre surtout à nos fidèles téléspectateurs qui vous suivent au moins à la maison, partant de cette problématique de l'économie de la République démocratique du Congo. Avez-vous quelle analyse à faire sur notre économie actuellement? Non, l'économie en RDC actuellement est basée très peu que sur des activités, je dirais que c'est le plus important. Si on prend le budget de l'État pour payer, donner de l'argent plus ou moins aux fonctionnaires, un peu aux infrastructures, ça fait partie de l'économie, et surtout est basé sur les recettes fiscales, douanières, des importations de produits, puisque presque tous les produits sont importés, et donc ça génère des recettes fiscales et douanières au niveau des entrées des produits dans le pays. C'est ça qui apporte du budget à la nation. Je n'ai pas le détail sous les yeux, mais c'est ça qui apporte le plus d'argent aujourd'hui. Ce n'est pas la valorisation des secteurs miniers, bien sûr, ça apporte aussi des ressources. Je parle un peu plus d'1 million de dollars, d'1 milliard de dollars, pardon,
entre 1 milliard et quelques, avec des améliorations, mais ce n'est pas ça qui fait le plus gros du budget. Le plus gros du budget aujourd'hui, ce sont les recettes fiscales et douanières sur les importations de produits. Mais c'est là où ça pose problème avec la République démocratique du Congo. Oui, non, c'est pas que la République. Qu'est-ce que vous attendez par ce que ça apporte à la République démocratique du Congo? Oui, aujourd'hui, le problème à RDC, c'est que comme vous ne produisez pas des produits, vous ne générez pas des emplois, vous n'amenez pas des recettes. Donc, vous ne faites des recettes qu'à travers les produits que vous importez, qui vont vous faire des taxes, qui sont les taxes aujourd'hui douanières, en fonction d'une nomenclature, et qui sont aussi la TVA, parce que vous payez la TVA en rentrant dans le pays. Ce qui n'est pas tout à fait correct, entre guillemets, parce que la TVA, c'est la valeur, c'est la taxe à la valeur ajoutée sur les bénéfices entre l'achat et la vente des produits qui sont faits. Mais comme on fait payer les recettes, ça c'est un autre problème, on fait payer la TVA en rentrant, ça veut dire qu'à la fin, on devrait, puisque avec la TVA, vous le faites payer de 16% l'entrée. Mais en vérité, ce que les entreprises devaient payer, ce n'est pas 16%. C'est 16% de la marge qu'ils ont réalisée entre l'achat et la vente. C'est un autre problème. Le problème de la TVA à RDC, c'est un autre problème. Tout le monde s'en plaint. Ça, il y a des gens, il y a des organismes, il y a la FEC, il y a Copemeco, il y a les entreprises, etc. Ça, c'est leur problème à analyser. Mais, malgré ça, pour répondre à votre question, l'économie du pays est basée sur essentiellement les importations de produits et quelques importations de produits alimentaires, des produits ménagers, des produits industriels, etc., les intrants agricoles, etc. Et le deuxième point, sur les exportations des produits miniers, forestiers et quelques produits agricoles. 145 territoires, c'est juste un projet de développement local. Jean-François, expert au moins en économie industrielle, avez-vous quel regard sur ces projets? Non, moi sur le projet, c'est très simple. Ce projet, je l'ai décortiqué, je l'ai là devant moi, sur mon téléphone. Si je prends par exemple, dans chaque province, il y a à peu près aux alentours de 80 projets par province. Si vous faites le calcul, 145 territoires, pas par province, pardon, par territoire. Si vous faites 145 territoires, 80 projets par territoire, ça fait plus de 10 000 projets. 10 000 projets. Si vous voulez les mettre en route, ces projets-là, il vous faut du monde, il vous faut des structures qui vont... Ce n'est pas l'État qui peut porter tous ces projets-là. L'État n'a pas les moyens humains, financiers pour porter tous ces projets-là. Ces projets-là, aujourd'hui, il aurait fallu qu'il y ait des accords avec les structures, je disais, de la société civile, pour pouvoir commencer d'abord à préparer la formation, parce qu'aujourd'hui, on a mis, comme on dit, la charrue avant les bœufs. On essaie de faire la promotion des 145 territoires, mais on n'a pas, aujourd'hui, la population ne s'est pas appropriée. Apparemment, la population n'était pas au moins préparée par rapport à l'arrivée, à l'avènement de ces projets des 145 territoires, partant de votre expertise. Oui, la population attendait toujours, depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi-Tshilombo au pouvoir, ils attendaient toujours d'avoir des retombées sur la population. Particulièrement, c'est pour ça que je dis que ce programme est très bien. Il correspond à des objectifs, à des besoins du pays, qui vont permettre de donner aussi confiance à des partenaires, des investisseurs, de voir qu'il y a des outils de santé, d'éducation énergétique, de routes, de ponts, etc., qui vont se mettre en place. Donc ça, c'est déjà un élément important. Mais, pour le mettre en route, ce programme-là, je vous ai dit, c'est plus de 10 000 projets. Il faut du monde. Il faut former les gens qui vont s'approprier. La population doit s'approprier les projets, parce qu'ils vont être impliqués, c'est eux qui vont les voir se réaliser. Mais il faut former aussi les acteurs. Il y a deux types d'acteurs. Il y a l'acteur qui va s'occuper de la gestion du projet, qui va en avoir la gestion finale, qui va avoir l'œil sur la maintenance, les entretiens de ces projets-là, mais aussi le projet d'avoir des travailleurs qui vont les mettre en place. Et qui est censé de former ces acteurs-là? Eh bien non, justement, il n'y a pas de structure aujourd'hui, à moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe. D'accord? Mais aujourd'hui, je ne vois pas
quelles sont les structures mises en place de formation des gens qui vont s'approprier les projets et qui vont leur donner de la pérennité, et les gens qui vont s'impliquer dans la mise en œuvre des projets, que ce soit dans la construction des routes, etc. Où allons-nous chercher? Je vous ai dit, si nous prenons aujourd'hui les 10 000 projets à peu près, qu'il faut en moyenne 10 personnes. Par territoire? Non, par projet, pour les réaliser, Okay. pour construire, aménager, installer le matériel, faire l'importation, s'occuper des achats, s'occuper de la sécurité du chantier, etc. Je mets 10 personnes, c'est un minimum. Donc ça vous faites 10 000 projets avec 10 personnes, ça vous fait 100 000 personnes à former. Elles sont où? Où est le système? Et j'avais déjà soulevé ce problème dans le passé, depuis des années. Vous manquez de formation professionnelle. On aurait dû former des acteurs de la formation professionnelle avec la pour pouvoir s'approprier la réalisation, la mise en œuvre de ces projets-là. Parce que si aujourd'hui nous n'avons pas les acteurs de la mise en œuvre, nous allons être obligés de faire appel à des étrangers. On va se retrouver, comme je dis, dans les maisons préfabriquées qui arrivent de Turquie. C'est juste pour donner un exemple. Il y a peine les maisons habitées, il y a des ponts, il faut du matériel, il faut des équipements. Tout ça, ce n'est pas prévu. On n'a même pas pris en considération que les entreprises, je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vois aujourd'hui quelques projets qui sont déjà en œuvre. Mais je vous donne mon avis. Il n'y a pas de compétences pour la mise en œuvre. On travaille, oui, on vient, on travaille. Est-ce qu'on va respecter les plannings? Est-ce qu'on va respecter les budgets? Est-ce qu'on va... qui sont les gens compétents qui vont réaliser les travaux? Sur les quelques projets dont j'ai une vision, je suis en contact avec les gens, je me dis, il n'y a pas la compétence de la mise en œuvre. Je ne dis pas que les entreprises congolaises ne sont pas capables. Il aurait fallu les former pour réaliser ces travaux-là, pour réaliser ces infrastructures, ces ouvrages d'art, etc. D'accord. Un projet de développement des 145 territoires. Ici, on se retrouve devant au moins les tabloïds qui est en face de nous. On a au moins des entités territoriales, la République démocratique du Congo, y compris les 26 provinces aussi, et leurs chefs-lieux. Comment orientez-vous, au moins, les autorités compétentes pour la concrétisation de ces projets? C'est un projet vaste. Non. Vu l'importance, si je prends par exemple le territoire de l'Afrique, il y a 77 projets. S'il n'y a pas un pilotage sur place, c'est là la compétence, s'il n'y a pas un pilotage local, vous pensez que c'est Kinshasa qui va piloter tous les projets, ou même les 26 provinces qui vont piloter les 145 territoires? Et qui est censé de piloter alors ces projets? Normalement, on devait avoir par chaque territoire ou chef-lieu quelqu'un pour piloter cela. Non, je ne dis pas que c'est pas qu'ils n'en ont pas parlé, qu'ils n'ont pas bien. Je dis aujourd'hui, dans chaque territoire, pour gérer en gros les 80 projets qu'ils ont, il faut un comité de pilotage, de suivi, etc. Avec des acteurs de l'État, de la province et même de la société civile. Parce que si vous ne mettez pas la société civile, j'ai bien peur que ça n'avance pas. C'est mon avis personnel. Je parle de mes expériences du Sénégal, ce que j'ai vu en Tunisie, au Maroc, ailleurs, même à Madagascar. Donc c'est important aujourd'hui qu'il y ait, j'allais dire, l'implication. Je reviens à une norme, qui est la norme ISO 26000, qui est la norme de développement durable. On n'en parle pas. Mais aujourd'hui, les projets de 145 territoires rentrent dans une stratégie de la norme ISO 26000, la norme de développement durable. C'est-à-dire on fait quelque chose pour du développement durable, on ne fait pas quelque chose pour un an ou deux. Et cette norme-là, aujourd'hui, c'est elle qui déclenche la responsabilité sociétale. Alors, en RDC, on parle toujours de la responsabilité sociétale des entreprises minières parce qu'ils ont de l'argent, ils payent. Mais la responsabilité sociétale des entreprises, elle s'adresse à toutes les entreprises, même aux commerçants. Et ça, c'est un problème. Mais en plus, pour ça que je dis que le pilotage, il est fait par l'État, il est fait par la société civile, les opérateurs locaux et même les entreprises. C'est pour ça que dans la responsabilité sociétale, il y a la responsabilité sociétale de l'État, la responsabilité sociétale des organismes, locaux et internationaux, la responsabilité sociétale des entreprises, grandes ou petites,
la responsabilité sociétale, je veux dire, des opérateurs des structures locales de pilotage. Tout ça doit travailler ensemble aujourd'hui, mais pour qu'ils travaillent ensemble, il faut les former, il faut leur apporter des bases de concertation, d'études, etc. Dans beaucoup d'endroits, je n'ai pas vu les études, je parle par exemple des centrales photovoltaïques, il y en a au total, j'allais dire peut-être 20, peut-être 2000 qui sont prévues. Où sont les études de faisabilité? Quand je parle d'études de faisabilité, c'est pas une question d'argent. Bon, partant de tout ce que vous venez juste d'évoquer, parce qu'on ne sent pas, moi, la formation de gens, de la population, ainsi de suite. Ne voyez-vous pas que c'est risquant? C'est parce que c'est un projet lancé à la hâte par rapport aux études sur terrain. Je vais vous faire juste une remarque qui ne plaît pas souvent quand je le dis. Il y a des gens qui viennent en RDC avec des projets bien structurés, bien préparés. Ils n'arrivent pas à le présenter au chef de l'État et au gouvernement. Parce qu'il y a des barrières qui empêchent ces gens, que ce soit des Maliens, des Sénégalais, des Français, des Chinois, etc. Et qui empêche les barrières là, c'est qui en fait? Vous êtes là en train de dire la corruption. La corruption, on le dit. Donc on nous empêche. Mais par contre, comme on est venu présenter à certaines personnes les projets, le projet il est entre les mains. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui en prennent une partie du projet parce qu'ils sont près du chef de l'État et ils donnent le projet au chef de l'État, ils le vendent au chef de l'État. Mais ils n'ont pas les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que je vous dis, le projet des 141 territoires, c'est un très beau projet. C'est l'image de marque du pays et il faut le réussir. Mais pour le réussir, il est important, ce que je vous ai dit, c'est les tenants et les aboutissants à mettre en place. La formation, les entreprises, etc. Et ça sera une réussite. Mais quand vous m'avez dit pourquoi on n'y arrive pas, je vous ai expliqué, c'est parce qu'aujourd'hui, et je le dis, j'ai pas peur de le dire, à chaque fois qu'on me voit le chef de l'État ou un ministre, etc., on nous demande de l'argent, on nous demande de l'argent. Et ça n'a pas changé. Et c'est ça qui freine quand même, c'est ça aussi qui freine le développement de la République démocratique du Congo. C'est un des éléments qui freine le développement. Parce que ceux qui ont plus ou moins de l'argent, etc., souvent qui viennent proposer des solutions, ils ne sont que, je dirais, que généralistes. Ils ne sont pas réellement des projets, des porteurs de projets. Mais par exemple, il y a eu des actions, on aurait pu prendre par exemple par la mise en place des 147 territoires, on aurait pu faire appel à des experts sénégalais, des experts portugais, des experts mexicains, etc. 3-4, il y a des structures internationales qui pouvaient payer des experts pour venir nous aider à mettre les 147 territoires en place. Mais on n'a pas fait appel à eux. Quand je dis on n'a pas fait appel à eux, à la fin on a dit, pour gérer les projets, on va mettre 3 cabinets, dont le CNUD. Mais le CNUD, ce n'est pas une structure aujourd'hui, même si à la porte de la stratégie, parce que dans le 145 territoires, en parallèle, il y avait un appel d'offres qui sélectionnait les cabinets, les structures qui allaient s'occuper de ça. Je ne dis pas que les choses n'ont pas été faites. Je dis qu'il y a eu des éléments mis en place, la sélection de cabinets mis en place, à travers les 3 que je vous dis, BCCO, le CNUD et un cabinet privé. Il y a 3 cabinets recrutés pour gérer les 141 territoires. Mais eux, là, ils n'ont pas eu l'expertise réelle, c'est mon avis personnel, pour pouvoir réellement conseiller ceux qui seront les acteurs locaux, ça veut dire au niveau des territoires, pour pouvoir aider à la mise en œuvre de ces projets-là. Je sais bien que chaque projet au moins a une délimitation en tenant compte au moins du temps et de l'espace, ainsi de suite. Avec le projet des 145 territoires, s'il faut essayer un peu de limiter ces projets-ci, il nous faut combien de temps pour arriver à la concrétisation de ces programmes? Non, après c'est une question, là vous me posez une question piège, c'est une question financière. Si l'argent est là, qu'on paye les achats de matériel pour mettre dans les hôpitaux, si on paye le sable, le ciment, les fers à béton pour faire les constructions des ponts, si on paye le matériel pour pouvoir faire les forages, etc., il n'y a pas de problème, c'est une question financière. Moi, c'est que je crains que ça reste comme étant un projet chantier, au moins. On a vu les projets, les 5 chantiers qui se sont juste restés ici
chantier en chantier, mais on craint aussi que je n'ai pas le projet des 45 oui. territoires aussi demeure éternellement en chantier. Voilà pourquoi je vous ai posé au moins cette question de savoir. Il n'y a pas. Vous êtes quand même, vous êtes expert au moins dans ces domaines. C'est à vous de nous dire. Non, moi je dis que pour réaliser ce projet-là, tout ce qu'il y a à faire, il faut à peu près un budget de 4 milliards 700, c'est mon avis personnel, et de quelques autres experts, et il faut à peu près, pour tout réaliser, pour que ça soit opérationnel, il faut 3 ans. Voilà. Parce qu'on ne fait pas, il y a des routes à faire, il y a des problèmes de construction, il y a des équipements à mener, etc. Allez, même si on va très vite, mais disons 2 ans. Voilà. Mais pour faire en 2 ans, il faut que l'argent soit là. Il faut que l'argent soit là. Je vais juste quand même avec la somme qui est en face de moi ici. On a un projet à 1,66 million de dollars pour améliorer la vie des populations rurales. Cette somme est-elle suffisante? 1,66 million. Millions ou milliards? Millions de dollars. Non, avec 1,6 million, vous n'améliorez pas la vie des populations. C'est insuffisant. C'est très insuffisant. Il nous faut combien il faut combien de milliards, de milliards. Alors, il y avait une étude de fait. C'est pas estimer, parce qu'ici, quand même, on a en face d'un budget qui est là. Donc, il y a tellement eu d'études. On a plus de 10 000 projets, c'est ça? Là, il y a 10 000 projets, plus de 10 000 projets, oui. 10 000 projets. Il faut à peu près 4 milliards, 4 milliards 7 pour les faire. 4 milliards. Pour faire tout ce qui est là, ce qui est prévu. Donc, les 1,66 là, ça ne peut pas. Non. Dans 2 ans, comme vous avez vous ne faites pas. Actuellement, je travaille, je reviens parce que dans ces projets-là, il y a des projets de la mise en valeur de la chaîne agricole, valorisation des trucs, sur lequel on dit que ça va créer 3000 et quelques emplois pour des gens, etc. Mais quand vous voulez mettre déjà une chaîne de valorisation agricole, mettons pour faire par exemple de la canne à sucre, pour aller à la sucrerie, ou vous voulez faire du maïs avec une minoterie, il vous faut déjà 2, 3 millions, 4 millions de dollars pour une exploitation. Regardez le projet pour Canal 11, c'était 45 ou 50 millions pour un projet. Et on n'a pas fait une chaîne de valorisation, puisque le projet, c'est plus ou moins, s'est perdu en cours de route. Donc aujourd'hui, ça n'a rien. Qu'est-ce qui a apporté le projet pour Canal 11 à la population? Pendant un moment, d'accord, il y a eu de la farine de maïs, c'est tout. Donc, 1,6, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. 1,6, ça n'apporte rien. On est celle de chaque. Je donne c'est facile de dire l'État n'a pas ça, mais j'apporte une solution. D'accord, je dis à l'État aujourd'hui, si vous aviez impliqué la société civile et donné à des opérateurs de la société civile, ce que j'appelle les ASBL, le pilotage de certains projets, des affectations. J'avais proposé ça dans le temps. C'était une idée qui avait été plus ou moins déjà discutée avec, je dirais, différentes provinces. Je parle du Haut-Katanga, le Tanganyika, etc. Je peux ressortir les documents. Je vous parle d'il y a 6-7 ans en arrière. On pouvait aujourd'hui, à partir de la société civile, faire ces projets-là. C'est pour ça que je dis, le projet des 145 territoires, c'est un projet dont on ne parle pas d'aujourd'hui, on parle de ça depuis sous notre forme, qui allait apporter un financement, mais aussi que les acteurs étaient, en principal, le pilote était la société civile. Parce que la société civile peut faire des plaidoyers et trouver des partenaires, ce qu'on appelle les bailleurs de fonds des ASBL, pour pouvoir financer ces projets-là. Et ça n'a pas été fait. Et avec la société civile, je reviens dessus, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé de la responsabilité sociétale. Mais c'est encore une autre étude que nous avons faite. Ce que je dis, c'est là assez à vous expliquer. Mais on a déjà parlé de ça. L'implication des entreprises, aujourd'hui, pas que minières, de toutes les entreprises, à faire de la responsabilité sociétale, mais dans le cadre de la concertation avec la société civile pour porter les projets. Parce qu'aujourd'hui, il y a des actions qui sont faites par les entreprises elles-mêmes, d'accord? Et je ne parlerai pas d'un certain rapport où j'avais déjà
soulevé le problème, et je le redis, les rapports de l'ICE, où les entreprises disent qu'ils ont donné de l'argent pour des actions d'amélioration d'aide à la population, mais en vérité, ce sont des actions qui sont contractuelles et légales, et qui ne sont pas des actions de développement des communautés. Merci beaucoup, monsieur, que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Jean-François, expert en économie industrielle, que préconisez-vous aux autorités compétentes de la République démocratique du Congo face à ces projets de 145 territoires? Parce que là, nous sommes arrivés... Il faut le sauver. Il faut sauver ce produit. C'est une bonne chose. Mais qu'on mette autour de la table les gens qui savent piloter ce projet. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, je fais le tour, je vois les gouverneurs, j'entends, etc. Et je ne vois pas... les politiciens s'en sont impliqués, bien sûr, il y a des élections présidentielles qui arrivent dans un an. Je suis conscient de tout ça. Votre demande à la population, parce que là nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission, que demandez-vous à la population congolaise face à ces projets? Non, je demande à l'État d'impliquer la population dans les 145 territoires, d'impliquer les jeunes, d'impliquer les entreprises, d'impliquer les ASBL. Voilà, je ne vais pas plus loin. Il faut impliquer tout le monde. Voilà. Nous vous disons merci d'être là ce soir, Jean-François. Voilà, je vous remercie et toujours à votre disposition pour faire passer les messages qui vont permettre le développement de la RDC. Vous avez tous les potentialités. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça n'est fini pour ce soir. Aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de décortiquer ces thématiques sur les projets de développement local des 145 territoires. Le plaisir était de partager ces plateaux avec moi, expert en économie industrielle Jean-François. Nous vous disons merci d'être nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission 30 minutes pour convaincre. On se retrouve au moins le dimanche, le lundi plutôt à 15h30 pour la rediffusion de cette émission. Bon sur le programme sur nos antennes. Au revoir.